Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Dr Henri pour évoquer le problème des troubles du comportement alimentaire. Alors, je vais pas vous spoiler tout ce que Dr Henri va s'empresser de vous présenter. Je vous rappelle simplement que sur la partie conversation du webinaire Zoom, vous pouvez nous poser en temps réel toutes les questions qui émergeraient au cours de ce webinaire. On tentera d'y répondre à la fin en réservant un petit temps de partage et d'échange à ce sujet. Donc, docteur Henri, je vous laisse la parole pour les troubles du comportement alimentaire. Merci. Merci Aline. Bonjour tout le monde. Alors, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant parce qu'on entend beaucoup de bêtises et beaucoup d'opinions tranchées. Donc, j'ai essayé là aussi de faire un petit peu le point de ce qu'il fallait retenir et pour avoir des idées simples et claires en face des différents articles et livres que vous pourrez lire et puis surtout un discours clair pour décoder ce que vous raconte le patient et ce qu'il retiendra de vos directives. Alors, voilà. Donc, les vices de la chair, parmi lesquels on compte la gourmandise, la luxure, la concupiscence et la superbe, sont engendrés par le ventre, disait Thomas d'Aquin. Alors en fait, tout ce qu'on va voir, en fait, vont se résumer de façon objective entre deux tableaux, qui sont le tableau de la maigreur et de l'obésité. Mais derrière ces deux symptômes évidents, eh bien, il y a beaucoup de choses. Donc on va essayer de comprendre où se jouent les véritables problèmes. Alors, évidemment, ça nous renvoie sur un plan psychanalytique sur le fait de manger. Qu'est-ce que c'est manger? Eh bien, c'est d'abord, c'est avant tout la bouche qui est le premier lieu d'échange entre soi et le monde. Et elle va porter la logique de ce lieu de rencontre par la jouissance et la culpabilité confondues. Je te mange parce que je t'aime, maman, maman, mère, manger. L'oralité constitue les premières expériences sensorielles. Elles sont fondamentales, à la fois sur un plan tactile et affectif. Et d'ailleurs, on peut retrouver ça dans le discours de certains. C'est ce qu'on appelle la cuisine de ma mère. Il y a sans cesse dans le souvenir ce désir amoureux, sans cesse recréé. Et d'ailleurs, ce plaisir, cette jouissance, elle est renouvelée 3 fois par jour, à chaque repas, avec des décharges pulsionnelles de satisfaction. L'élément peut être dévoré parfois, ou émietté, ou au contraire, rejeté, fécalisé, etc. Donc on va voir que cette relation à l'alimentation, qui est en fait une modalité particulière de la relation au monde, est absolument intéressante et il faut s'y pencher. Alors évidemment, corriger un trouble de comportement alimentaire, c'est apprendre le monde dans lequel on vit. Vous avez en opposition la gourmandise, qui est la manière d'être au monde, la jouissance. Être gourmand, c'est savoir aimer. Et puis vous avez la gastronomie, qui est la différence entre les besoins et les désirs. Le gourmet est un gourmand de moments. On va voir que le problème est triple et il faut le décomposer comme ça. Il est d'abord psychologique, il est endocrinien et il est relationnel. Psychologique, alors c'est un trouble des attachements primaires qui vont s'exprimer dans les différents comportements du patient face à la nourriture et d'ailleurs pour les obèses aux multiples échecs de ces régimes. Un trouble du comportement alimentaire est pour le patient une question qu'il se pose et d'ailleurs qu'il vous pose. Il vous appartient de lui faire comprendre le sens de sa question. C'est important car c'est lui qui a la réponse adaptée à sa réalité psychique. Donc, pour décoder sa question, vous allez étudier sa relation au monde et à l'autre. La subjectivité, c'est la somme des illusions positives et négatives. Le type d'organisation de ces pulsions. Est-ce qu'on est chez quelqu'un qui est plutôt fusionnel,
dans le narcissisme ou au contraire dans l'oralité, dans l'analité, les processus de contrôle, le phallique, les processus de domination. Et puis, quels sont ces mécanismes de défense? Qu'est-ce qui développe comme argumentaire et comme habitude pour ne pas changer? Car s'il y a un problème, c'est que le refoulement pulsionnel n'est plus suffisant ou au contraire trop opérant. Donc, il va falloir, à travers le discours du patient, à travers ses attitudes, essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue et comment ça s'est joué depuis le début. Alors derrière cet aspect psychologique, vous avez un aspect physiologique, c'est la dépendance au sucre. Actuellement, c'est un phénomène absolument majeur de notre civilisation. Le sucre et les corps cétoniques en cas d'absence de sucre sont considérés comme une addiction. Est-ce que nous sommes tous des drogués? La notion d'addiction sert à décrire quantité de formes de dépendance au point que ces habitudes maladives sont devenues des maladies de notre époque. Les spécialistes insistent sur la perte de liberté dans la relation à certains objets, nourriture ou drogues diverses. C'est l'effet cacahuète. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Ces conduites addictives ont une fonction de refuge, d'abri, de plaisir, de zone de plaisir contre les vécus traumatiques. Elles constituent chez de nombreux sujets une tentative de faire face aux difficultés de l'existence. Après, l'évolution est psychosociale. Le sujet n'accorde plus d'importance à ce qui n'est pas lié directement à son objet de dépendance, au détriment des investissements affectifs et sociaux, le marginalisant, voire le poussant parfois vers l'isolement et la délinquance. Vous voyez les mécanismes de l'addiction, hein. On est dans d'abord un phénomène de souffrance et de frustration, et puis il a trouvé une substance qui le calmait et qui lui faisait du bien, et puis progressivement, il va y avoir un véritable enfermement dans l'utilisation de ces substances, et puis un décrochement affectif et social du fait de cette dépendance à la substance. Alors actuellement, la plus grosse dépendance, évidemment, c'est le sucre. Alors, voilà comment les physiologistes expliquent la mise en place du cercle vicieux, hein, de la dépendance. Il y a un besoin de substance qui est créé par la personnalité, les événements traumatisants, la situation sociale. Ça donne un ressenti de colère, d'ennui, de peur de l'échec, de stress, de tristesse, la recherche de solutions pour aller mieux. La solution rapide, c'est la prise de nourriture, les drogues, l'alcool. L'ordinateur, le sport excessif, le travail excessif. Ça va amener un apaisement, mais le sujet n'est quand même pas conscient que ce n'est pas très normal, donc il y a une insatisfaction ou une culpabilité, puis rapidement un manque, et puis ça va redémarrer. Voilà. Donc ces conduites addictives vont pousser le sujet dans le trop manger, ne pas assez manger, fumer, trop boire, aimer le chocolat, passer des heures devant un jeu vidéo ou sur une table de musculation. On est là-dedans dans tout un tas de phénomènes addictifs qui permettent une solution rapide dans une situation de mal-être. Donc la thérapeutique va consister, quand vous aurez bien identifié la nature de la souffrance, et le mécanisme de l'addiction, la thérapeutique va consister en une remise en mouvement qui va permettre de redécouvrir la douceur d'un changement de perspective dans le plaisir. Alors cette notion de plaisir est fondamentale et d'ailleurs les philosophes disent que la seule façon de guérir d'une addiction, c'est proposer un autre plaisir. Donc, il faut bien comprendre que le sujet qui est en souffrance a trouvé ce raccourci de plaisir et ce n'est pas tout d'essayer de l'empêcher, il faut lui proposer un autre plaisir qui est une voie de sortie de son addiction. De plus, dans la conduite addictive, surtout alimentaire, on observe chez ces patients une perturbation de l'image du corps. Et à ce moment-là, il y a une sorte de clivage entre l'esprit et le corps.
on ne se voit pas du tout comme on est et on n'a pas envie de se voir comme on est. Le patient devient alors comme étranger à lui-même, il réduit à l'impuissance tous ceux qui veulent l'aider, sa situation étant une sorte de témoignage de la responsabilité de chacun dans la faillite de sa destinée. Alors évidemment, en plus, il y a une véritable évolution psychosociale, si vous voulez, qui fait que le patient, eh bien, il va jouer quelque part il va en être la victime et il va en jouer aussi de son addiction. Alors, pour ce qui est du surpoids, ce qui constitue à peu près quand même les 90% de nos demandes en consultation de cabinet, hein, c'est assez simple, il faut avoir des idées très claires et très simples. Dans le surpoids, 9 cas sur 10, c'est un hyperinsulinisme, c'est-à-dire c'est un pré-diabète gras. Et d'ailleurs, quelqu'un qui rentre dans mon cabinet, je lui demande systématiquement s'il y a des diabètes dans la famille, quel était son poids de naissance. C'est bien rare, on peut dire que 2 fois sur 3, on voit des antécédents diabétiques. Le poids de naissance, un enfant qui fait plus de 4 kg à la naissance, c'est un enfant qui a un risque d'évolution vers l'hyperinsulinisme. Alors, il y a néanmoins quelques cas de problèmes endocriniens qui ne sont pas de type pancréatique, hein, qui ne sont pas liés à l'insuline. C'est les obésités ou les maigreurs hyper ou hypothyroïdiennes. C'est assez rare, ça se met en évidence assez facilement, ou médicamenteux. Alors les grands remèdes médicamenteux, c'est les stéroïdes, souvent les corticoïdes, pris plus ou moins longtemps. Alors en sachant que les corticoïdes vont effondrer le pancréas, donc on va retomber dans le problème d'un hyperinsulinisme et d'un diabète gras qui évolue à bas bruit. Et puis bien sûr certains médicaments comme les psychos et les neuroleptiques, qui vont modifier justement, qui vont imprégner le cerveau et modifier les centres de la satiété et les mécanismes de satiété. Mais ça reste quand même rare, on peut dire 9 mois et demi sur 10, c'est un problème de régulation diabétique ou prédiabétique. Alors, quels sont les problèmes relationnels? Alors, on voit les 2 aspects cliniques, hein. Les bons vivants sont opposés aux maniaques de la ligne. S'entourer de graisse est une façon de mettre le monde à distance. Il y a toujours, alors ça c'est intéressant, il y a toujours un saboteur dans l'entourage qui ne souhaite pas que la situation change. Donc on va voir chez patients, que ce soit les maigres comme les gros, quelqu'un qui va les encourager à ce que la situation ne change pas. Alors il faut les identifier tout de suite. Et il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont cette attitude. Vous voyez, par exemple, le record du monde d'obésité, bien sûr, c'est aux États-Unis, c'est 500 kilos. Eh bien, à 500 kilos, le sujet, il est sur son lit, il ne peut pas bouger, hein, et il n'arrête pas de manger à peu près toute la journée pour entretenir ses 500 kilos de graisse. Et donc, évidemment, il y a quelqu'un qui lui apporte à manger et qui lui donne à manger. Donc là, il y a un vrai problème, il y a un saboteur qu'il faut tout de suite mettre de côté. C'est pareil dans l'alcoolisme, hein. Il y a quelqu'un qui fournit l'alcool. Surtout, on voit des cas, par exemple, où les gens en fauteuil roulant, qui sont incapables de se déplacer, ils développent un alcoolisme, c'est quelqu'un leur fournit les bouteilles. Vous voyez. Et donc, il faut essayer de comprendre quel est le copain, la copine, le conjoint, etc., qui vont empêcher, qui vont avoir un intérêt quelconque à ce que la situation ne change pas. Donc la recherche du saboteur ou des saboteurs est absolument fondamentale. Pour ce qui est des gros et des maigres, vous avez des groupes de soutien d'ailleurs de gros et de maigres, de gens qui se disent heureux d'être gros et des gens qui se disent heureux d'être maigres et qui s'encouragent les uns les autres. Donc là aussi, il y a un espèce saboteur de groupe qu'il faut déconnecter tout de suite en disant non, là, ça c'est pas normal, c'est pas sain, il faut réfléchir. Donc, également se dire que manger est un besoin et un plaisir.
et que l'aliment est un objet de jouissance incorporable ou rejetable du moi archaïque. Donc là, on renvoie sur l'infantile. Normalement, le surmoi post-oedipien, c'est-à-dire le fait qu'on ait été bien élevé et on ait bien compris qui on était et dans quel environnement social on allait développer sa vie, eh bien, ce surmoi peut être fragile. Normalement, il doit gérer la pulsion et la culpabilité, avec cette dialectique plaisir-culpabilité. Donc, il va falloir, si la personne dérive, ben, ça peut être parce qu'il y a un problème endocrinien ou il y a vraiment une problématique psychologique. Alors, il faut voir quelle est la part de l'un et de l'autre. Et en particulier, à partir de quel moment on va pouvoir maîtriser ses pulsions. C'est ce qu'on appelle l'interdit en psychologie. Et donc, il va falloir, nous avons tous tout un tas de pulsions, et le surmoi post-oedipien, normalement, est capable de faire le tri dans ces pulsions. Si vous mangez ou si vous interdisez de manger, c'est que votre surmoi post-oedipien n'est pas bien construit, et là, il y a un travail psychologique à faire. Ces patients mettent en place un système défensif qui évitera toute prise de conscience douloureuse des blocages du désir. Alors évidemment, manger ou ne pas manger amène une sorte de jouissance. Et évidemment, ils ne vont pas vouloir changer. Alors, ils vont avoir un langage en disant oui, je veux changer, mais en fait, ils vont mettre en place une stratégie pour que ça échoue. Cliniquement, on distingue divers aspects. Alors, l'anorexie et la boulimie sont des troubles de la nutrition qui traduisent des conflits psycho-affectifs, narcissiques et identitaires qui apparaissent le plus souvent au moment du développement de la sexualité génitale, c'est-à-dire entre 10 et 14 ans. Alors, narcissique, c'est moi par rapport à moi, identitaire, c'est moi par rapport au monde. Vous voyez que les niveaux de souffrance ne sont pas les mêmes. Alors, l'anorexie est liée à la volonté de maîtrise. C'est une volonté de maîtrise pathologique qui est, alors, c'est le rejet du sein de la mère et plus globalement le rejet de la mère. Souvent lié à ça, donc il faut que le sujet puisse le verbaliser et puis comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait intériorisé ce rejet du sein maternel. Alors, elle va se manifester sous forme d'un dégoût alimentaire, l'horreur d'être embrassé, des sensations de boule dans la gorge, la pica, c'est-à-dire la tendance à absorber des produits indigestes, ça va même jusqu'à manger de la crème ou des choses comme ça. Des conduites obsessionnelles, alors ranger les choses, faire des sports de façon complètement exagérée, courir pendant 10 heures par jour, bon, enfin voilà. Des graves problèmes dont nous allons parler plus loin. Donc, vous voyez, la petite photo est tout à fait évocatrice. Donc, vous avez une anorexique extrêmement maigre et elle se voit grosse. Donc là, il y a un véritable trouble de l'image du moi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le clivage entre le corps et l'esprit. La boulimie, c'est le tableau inverse de l'anorexie, c'est une volupté de remplissage qui est réactionnelle à la perte des repères, de désir comme de plaisir. Et là, on a pu parler de fin du père. Le père étant celui qui porte la loi et les interdits. Et le boulimique vit sa goinfrerie comme un acte honteux, inconsciemment associé à la masturbation. C'est très très curieux. J'avais une patiente comme ça qui était charmante, en plus c'était un médecin psychiatre et qui voulait maigrir. Alors moi je l'aimais bien, mais elle était de façon assez objective, elle était assez masochiste en structure, et elle avait épousé un garçon qui était homosexuel, donc ça n'aide pas à l'équilibre du couple. Et puis, en fait, il la faisait souffrir en permanence, en la traitant de tout, etc. Et quand il y avait un clash entre eux,
et que ça se passait très très mal, alors elle restreignait sa nourriture, elle restreignait, et puis quand il s'engueulait, elle se jetait sur le frigo, et en l'espace de 20 minutes, elle vidait tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et ça, c'est typiquement l'accès boulimique, la volonté de remplissage, avec perte des repères, du désir comme du plaisir. Et alors, bien sûr, elle vivait ça de façon honteuse, et c'était une façon de remplir un vide interne et qui était assez évidente. Les crises de boulimie donc, sont des épisodes impulsifs de suralimentation. On peut même manger jusqu'à 5000 kilocalories en une fois, c'est-à-dire pratiquement le repas de 2-3 jours. Souvent le soir, après l'école ou le travail. Les Anglais ont appelé ça le night eating syndrome, c'est-à-dire on se relève pour manger. Et alors, c'est amusant d'ailleurs parce que ce symptôme est un remède, c'est un symptôme du répertoire de Kent. Au moins 2 fois par semaine, donc c'est pas accidentel, ça se répète. Alternant ou non avec des périodes de restriction alimentaire induites par la honte et la détresse. Donc il y a souvent chez ces boulimiques des phases anorexiques et des crises hyperphagiques qui vont alterner. Alors évidemment, quand le sujet se rend compte qu'il grossit, il va se faire vomir, il va utiliser des laxatifs, parfois de 5 à 100 comprimés par jour, donc avec tous les dégâts que ça va entraîner au niveau digestif. Également, au niveau des vomissements, il faut savoir que l'acide gastrique passant au niveau des dents va créer des caries, va créer des lésions au niveau de la muqueuse et des dents qui sont assez typiques à l'œil exercé. Et puis également, bien sûr, un excès d'exercice physique, course à pied, etc. Alors tout ça, ça va donner le fait de manger énormément en peu de temps et puis de rester anorexique pendant un grand moment. Ça va donner un poids fluctuant, c'est-à-dire quand il y aura plus de boulimie, elles vont prendre du poids, quand il y aura plus d'anorexie, elles vont en perdre. Donc là aussi, le poids lui-même n'est pas très indicateur. Il va changer, mais en fait, ça ne va pas révéler la gravité du trouble. Alors, c'est assez fréquent. Ça concerne à peu près 7% des jeunes femmes de 16 à 25 ans. Vous voyez que c'est quand même relativement important. Ces syndromes à anorexie-boulimie sont associés à une difficulté à reconnaître et à exprimer ses affects. Donc ça, c'est assez typique. C'est pour ça que dans votre consultation, il est important de les écouter. Et de se dire que le fait de mettre des mots sur leurs sentiments est déjà thérapeutique. D'autant plus qu'elles ont un sentiment d'impuissance. C'est fondamental. La famille, alors il faut leur faire parler de leur famille et de leur histoire. Vous savez que moi, c'est ce que je dis toujours dans mes cours, le patient a une histoire. Il faut prendre son temps de l'écouter. La famille est souvent conflictuelle et en tout cas peu soutenante. La relation au père est souvent présentée comme privilégiée, mais en fait, c'est surtout une caractéristique de contre-investissement à l'attachement de la mère. C'est-à-dire que souvent, c'est une mère qui est pas bien là, ou pas affectueuse, ou au contraire, relativement castratrice, etc. Et en fait, le sujet, qui est souvent une jeune femme, une jeune fille ou une jeune femme, va surinvestir sa relation à la mère, va la fantasmer, alors qu'en fait, des fois, elle n'est pas si importante que ça. Alors, au contraire, il y a des pères qui vont jouer là-dessus. Et on va voir certains pères qui vont qui vont prendre beaucoup de place dans la vie de leur jeune fille et avec une relation qui est limite incestueuse. Donc là aussi, il faut faire un petit peu attention et essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé en sachant que chez patientes, on retrouve beaucoup d'antécédents d'attouchement. Donc là aussi, il faut pouvoir parler, qu'est-ce qui s'est passé, racontez-moi, etc. Donc la problématique narcissique est exprimée sur le mode de l'oralité. Elle est souvent associée à des comportements impulsifs, alors le vol, la kleptomanie, l'automutilation, la dépression, l'alcoolisme ou la toxicomanie. Donc il faut la voir dans un cadre beaucoup plus large.
on ne va pas traiter le comportement alimentaire. Vraiment, on va essayer de comprendre comment la patiente fonctionne. Et puis surtout, on va essayer de lui faire mettre des mots sur ses émotions et puis de lui restituer le sens de son histoire. Et à partir de là, elle pourra trouver les solutions dont elle a besoin. Donc, diagnostic différentiel. Alors, bien sûr, on va éliminer une hyperthyroïdie. Alors, c'est assez facile, hein, c'est un amaigrissement, mais avec conservation de l'appétit, un tremblement fin des extrémités, enfin bon, il y a un tableau de sensation de chaleur, etc. Le traitement stéroïdien, alors bien sûr, c'est les corticoïdes, mais ça peut être les différentes hormones hein, qu'on a pris pour des raisons diverses et variées, un syndrome d'ovaire polykystique, une préménopause, etc. Un diabète maigre, alors là aussi, attention, polyphagie et amaigrissement, hein, le diabète maigre, il faut se méfier. Et puis l'hyperinsulinisme, où là, le sujet, dès qu'il ne mange plus, il est mal. Et donc, ce n'est pas de sa faute, il a besoin de manger, sinon il fait des malaises et il a une fringale qui est absolument irrépressible. Hein. Donc là aussi, il faut essayer de bien décrypter le mécanisme physiologique qui est derrière le trouble psychologique. Il faut savoir en plus que dans certaines maladies mentales, comme dans la schizophrénie, on observe des conduites alimentaires anormales avec des fois des idées délirantes hypocondriaques. C'est-à-dire ils ont l'impression que manger va les empoisonner, etc. Enfin, bref. Alors, il y a eu tout un tas d'études là-dessus, en particulier les Suédois, les Finlandais se sont beaucoup intéressés à ça. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une part auto-immune du phénomène. En particulier, il y avait des anticorps dirigés contre certains neuropeptides qui contrôlent le comportement alimentaire. Donc, c'est ce que je disais, il n'y a pas qu'un problème psychologique qu'il faut mettre à jour et puis fournir des solutions, mais il y a un problème métabolique et il y a en plus un problème humain. Et c'est tout le problème en particulier de l'inflammation qu'il faut que le BNS va nous permettre d'objectiver. Alors on a vu l'anorexie, on a vu la boulimie, et maintenant on va s'intéresser à l'hyperphagie. Alors l'hyperphagie, ou le grignotage permanent, est une sorte d'addiction aux sucreries qui va, par saturation, occulter la réflexion et la mémoire comme l'alcool. Donc il faut bien comprendre que le sucre va perturber le fonctionnement de la rate pancréas et imprégner le cerveau, et donc va perturber les choix et la mémoire. Et alors, les Chinois le disent depuis 25 siècles, mais les Américains, bien sûr, se sont intéressés à ça, et ils ont fait tout un tas d'études sur des séries de sujets, avec des tests en particulier sur la mémoire et la décision, et ils se sont rendus compte que plus les gens prenaient des boissons sucrées, du sucre, etc., moins ils étaient capables de réfléchir logiquement et plus leur mémoire diminuait. Donc, ça explique peut-être un certain nombre de choix civilisationnels actuels. En Europe occidentale, on observe que 25% des patients sont en surpoids, ce qui est énorme. La Chine, du fait du gain actuel en pouvoir d'achat, est en train de nous suivre. Hein. C'est maintenant le plus gros consommateur de tabac du monde. Bientôt, le taux des gens en surpoids est en train d'augmenter. 25% des patients en surpoids, un IMC, un indice de masse corporelle entre 25 et 30, et 10% ont une obésité morbide, c'est-à-dire plus de 30. Alors, il faut savoir que les obèses se rêvent minces et qu'en fait, ils se rêvent, c'est-à-dire qu'ils ont une position qui les situe dans un moi idéal où rien ne bouge. Mais ils ne se voient pas minces. C'est-à-dire que s'ils se voyaient minces, il y aurait une illusion de changement qui évoquerait un futur. Vous voyez donc ils sont dans une espèce de citadelle protectrice, et en fait, le fait de s'imaginer mince, eh bien, ça les obligera à bouger. Donc,
c'est compliqué pour eux. Or, pour réussir de changer, après un certain travail de deuil, il faut quitter le monde des mots, processus secondaire, pour revenir au monde des images, processus primaire. C'est-à-dire là, il y en a un certain nombre qu'il va falloir allonger sur le divan et il va falloir leur faire expliquer un petit peu quelles sont les images qui ont constitué, qui sont le socle de leur personnalité et qui, bien sûr, est lié à leur histoire personnelle dans la petite enfance. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos cabinets? On a des gens qui sont en surpoids et même des fois en surpoids vraiment important. Beaucoup d'entre eux ont une stratégie de demande d'attention et de mise en échec permanente de leur thérapeute. Alors ça, c'est tout à fait caractéristique. D'où la nécessité d'évaluer et de maintenir leur motivation. Alors le mot motivation est fondamental. Il faut leur poser la question, mais en fait, vous voulez maigrir, pourquoi? Et il va falloir maintenir tout le temps leur motivation et les renvoyer sur leur désir du début. Il va falloir vraiment trouver les plaisirs qui vont compenser la nourriture. Et ils vous disent, parce que nous sommes exclus et donc condamnés à désirer un mieux-être, une vie différente, sans espoir de l'obtenir, la médecine et la société voudraient nous priver, par le jeu des régimes et des soins coercitifs, de notre seul plaisir, la gourmandise. Et donc là, on est vraiment dans une problématique sans issue. Le patient qui continue à grossir exprime un désir de vengeance, de mise en échec envers sa famille, puis son thérapeute et tout ce qu'il représente. Les obèses ont le sentiment d'être victimes d'un jeu familial et social. Ils ou elles prennent le pouvoir sur leur entourage propre en compensation. Donc l'obésité, en fait, est à la fois une protection et une arme, protection du corps physique, et une arme dans le jeu familial et social. Statistiquement, alors le fait d'être obèse au niveau sociétal, ça pose problème. Statistiquement, on observe deux groupes opposés de gros dans la société occidentale. Les femmes obèses, qui généralement sont dépressives, se retrouvent en bas de l'échelle sociale, car les femmes minces font plus fréquemment des mariages ascendants. Vous voyez par exemple Carla Bruni, elle épouse un président de la République. C'est vrai que si elle avait 30 kilos de plus, ça serait probablement pas passé. Les hommes gros se retrouvent dans les groupes plus favorisés. C'est ce qu'on appelle les bourgeois bedonnants, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, avoir un petit ventre, ce n'est pas un handicap. J'aime beaucoup l'expression tessinoise qui dit « la pancetta del commendatore ». Alors, donc, ces patients sont hyperinsuliniques, ce qui rend la phase de jeûne particulièrement désagréable. Il y a une sensation de faim qui est vécue comme un syndrome de manque. Donc là, on va être obligé de lui proposer un régime particulier pour faire disparaître ce syndrome de manque. Si vous ne faites pas disparaître ce syndrome de manque par un régime particulier, vous n'y arriverez pas. Alors, pour être sûr qu'il y a un hyperinsulinisme, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'un mètre de couturière. Si le tour de taille est plus important que le tour de hanche, vous êtes sûr que c'est un hyperinsulinisme évoluant vers un diabète de type 2. Et donc le petit mètre de couturière fait partie de mon matériel de consultation. Les traitements. Alors, traitement psychologique d'abord, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Personnellement, je considère qu'une écoute compréhensive et attentive a une valeur de réparation narcissique et le patient a le droit de raconter son histoire. Et c'est même essentiel pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé et puis surtout pourquoi toutes les thérapeutiques précédentes ont été en échec. Alors, pour les boulimiques et les hyperphagiques, plusieurs possibilités existent. Les groupes d'entraide, alors ça, c'est la méthode des Weight Watchers, qui sont basés sur le modèle des alcooliques anonymes. C'est des groupes qui proposent un soutien psychologique et un régime de type diabétique pesé
afin de réguler la prise calorique. Alors, les résultats, alors il y a, je dirais, une trentaine d'années, c'était assez culpabilisant. Ah, vous avez grossi, c'est pas bien, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus dynamique. Le régime également est beaucoup plus astucieux. C'est pas mal. C'est pas mal. Évidemment, ça va dépendre de l'animateur, hein, et de la dynamique créée dans le groupe. Il faut que le groupe apporte un support affectif, un nouveau réseau de connaissances, etc. Et puis, si dans le groupe, il y en a deux, trois qui vraiment bougent, ça va entraîner les autres. Voilà. Donc, les groupes d'entraide sont pas mal. C'est pas très cher, il y en a à peu près partout, donc c'est pas très compliqué. Il n'y a qu'à chercher sur Google et vous aurez le groupe d'entraide qui est le plus proche. Plus personnel, la thérapie comportementale et cognitive, qui a été développée en particulier par notre ami le docteur Larocque, qui donne d'excellents résultats en individuel et en groupe. Et cette psychothérapie de soutien est intéressante car elle s'intéresse au comportement du sujet. Par exemple, on considère que sauter un repas ou s'empiffrer représente une tentative de composer avec un stress qui n'a pas été identifié correctement, à des croyances qui sont fausses, en particulier les erreurs diététiques, à des représentations particulières de sa famille, de son métier, etc. Et donc, on va faire remplir des listes des avantages et des inconvénients liés à la situation, essayer de travailler sur ses difficultés personnelles et en particulier la faible estime de soi. Donc la thérapie comportementale et cognitive, elle a énormément d'avantages, elle est très simple à apprendre, hein. En quelques jours, vous pouvez bien piger comment ça fonctionne pour ce qui est des problèmes d'obésité, par exemple. Et puis, elle est également facile, il n'y a absolument pas de secret, donc on va rentrer un petit peu dans la vie, dans les représentations du sujet, etc. Et on va enlever toutes les erreurs, on va essayer de travailler avec lui sur toutes les erreurs, et puis on va amener un soutien permanent. Alors, cette thérapie comportementale et cognitive, elle a d'excellents résultats associés au régime diabétique, chez les obèses, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle agit sur le présent. C'est-à-dire que le sujet va aller beaucoup mieux, va réguler son poids, va réguler beaucoup de choses dans sa vie. Mais si on l'arrête, eh bien, on n'a pas été aux causes et au bout de quelques temps, il pourra re-shooter. Au bout de 6 mois, 1 an, on va retrouver de nouvelles erreurs, de nouvelles représentations, etc. Et donc, on est obligé, Larocque le dit bien, même au bout de 4 ans, il ne faut pas hésiter à voir les patients 1 fois par mois pour en remettre une petite couche et éviter les dérives. La thérapie familiale est beaucoup plus ambitieuse, elle est aussi plus difficile à mettre en œuvre, il faut un thérapeute spécialisé. C'est une approche systémique qui est fondée sur les logiques de la communication et elle voit dans les troubles des conduites alimentaires l'expression du dysfonctionnement familial. Alors, elle peut compléter l'approche individuelle, elle s'appuie sur des outils d'évaluation de la cohésion et de l'adaptabilité de la famille, qui peut servir aussi de guide thérapeutique. Alors, elle vise à déculpabiliser les parents, aussi, qui doivent se voir comme acteurs dans le rétablissement de leur enfant, plutôt que comme facteurs prédisposant au problème. Donc là, elle est intéressante, la thérapie familiale, parce qu'on va utiliser la famille comme un groupe d'entraide. Et bon, il faut trouver un thérapeute qui gère bien ce type d'approche. Alors, les remèdes de l'obésité. Alors ça, c'est merveilleux. Vous rentrez dans une pharmacie, vous avez un mur, à peu près toutes les pharmacies, vous avez un mur des plantes qui font maigrir. Alors, vous avez tout, le konjac, les plantes drainantes, etc. Bon. S'il y en avait une seule qui marchait, il n'y aurait pas besoin d'un mur. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle marche absolument pas. Et je vais même aller plus loin. Les plantes contiennent toutes des phytohormones et les phytohormones font toutes grossir. Hein? Donc, attention, même si la plante est indiquée par le BNS, il faut en prendre extrêmement peu. Plus vous prenez de plantes
plus vous allez grossir. La plante, c'est de la matière et donc ça fait grossir. De même, même si on vous dit que c'est du drainage de rien du tout, l'obésité est une contre-indication au drainage par les plantes. Soyons clairs. Alors, le seul médicament de naturopathie qui marche, qui va aider les obèses, c'est l'oligoélément chrome qui va réduire le yo-yo glycémique, donc les fringales. Alors moi j'aime beaucoup l'homéopathie, vous savez, parce que c'est une approche psychosomatique qui a souvent un excellent effet. Alors, pourquoi c'est une approche psychosomatique? C'est-à-dire l'homéopathie va proposer des tableaux cliniques qui vont vous permettre, que vous allez repérer chez les patients. Le fait de donner la dose homéopathique correspondance, vous allez pendant un temps véritablement changer les lunettes du patient. C'est-à-dire il va arrêter de tourner toujours sur les mêmes cercles vicieux et le remède homéopathique va vous fournir la possibilité de changer, la possibilité d'être mieux. Et donc, c'est une aide absolument fondamentale à la dynamique du changement. Maigrir, c'est une dynamique du changement. Alors, pour les homéopathes, dans le répertoire de Kent, qui est notre grande base de données depuis un siècle, aux symptômes obésité, on trouve 50 remèdes, appétit constant, on trouve 5 remèdes, appétit augmenté, après les repas, vous avez encore faim, on trouve 10 remèdes. Vous voyez, donc le panel est extrêmement large. Donc il faut essayer d'être assez clair et je vais essayer de vous donner des repères. Ça va nous permettre de voir les différents types de situations cliniques que vous observez au cabinet. Dans le plus récent répertoire de Bartel, aux symptômes obésité, on trouve 115 remèdes et dans obésité chez l'enfant, 9 remèdes. En fait, dans ma pratique, une douzaine de remèdes homéopathiques couvrent en fait plus de 80% des cas rencontrés en clinique. Il suffit de poser quelques questions clés pour choisir celui qui, donné en dilution élevée, va permettre de débloquer une situation métabolique et psychologique souvent dramatisée. Alors, les patients dits tuberculiniques. Alors, le patient tuberculinique, en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle les patients poumons. C'est des patients qui se vivent en insécurité et qui fonctionnent sur la recherche d'amour et d'approbation. Ce sont des patients narcissiques qui ont constamment besoin du regard de l'autre. Donc, autrement dit, souvent des artistes, des gens hypersensibles, etc. Eh bien, chez les patients de ce type, dits tuberculiniques en homéopathie, on a 3 grands remèdes d'obésité. On a Antimonium crunum, l'antimoine. C'est le tableau du glouton bourru. Il est timide et eczémateux. Et d'ailleurs, c'est le seul remède tuberculinique de la matière médicale qui ne supporte pas le regard de l'autre. J'en avais une comme ça, elle était merveilleuse. Elle avait un stand de fromage sur les marchés, vous savez. Et puis, donc, elle a commencé à avoir un bon surpoids. Alors, elle vient me voir, elle me dit, je suis gros, c'est pas bien. Alors, je lui dis, expliquez-moi comment ça se passe. Elle me dit, voilà, ben, quelqu'un vient, elle me fait une réflexion sur un de mes fromages ou sur quoi que ce soit, ou simplement me regarde de travers. Et à ce moment-là, ben, ça me provoque une émotion telle que pour me calmer, je suis obligé, je me retourne, je vais dans ma glacière et je mange un yaourt. Je dis, ah bon? Et ça vous calme? Oui, 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 ça me calme. Bon. Je dis, vous en mangez combien par jour? Ben, entre 18 et 20. Je dis, alors évidemment, oui, ça c'est difficile de maigrir dans ces conditions-là. L'Achésis est un remède de revanche à prendre, donc c'est des femmes souvent extrêmement toniques, volubiles, grand remède de frustration, de ménopause et d'alcoolisme, qui va payer la facture, on dit en homéopathie, c'est vraiment, ce sont des femmes qui sont en souffrance et qui vont, pour lesquelles l'alcool et le sucre sont des moyens de les apaiser. Au contraire, vous avez plus Satila, qui est le tableau de la femme enfant, qui est souvent hypothyroïdienne et qui est vraiment tournée dans un narcissisme permanent. Et là, en fait, c'est les bonbons, c'est les gâteaux, etc., parce que le monde est trop dur avec elle. J'espère que tous les tableaux cliniques que je vous décris
vont encourager ceux et celles d'entre vous qui ont envie d'étudier l'homéopathie. Vous voyez, l'homéopathie, c'est un outil, avant d'être un outil thérapeutique, c'est un outil de compréhension des patients et de leur pathologie et de leur comportement. Et c'est un merveilleux outil d'abord de la psychologie. Deuxième grand type de patients, les patients de type foie, on dit psorique en homéopathie, et ce sont des patients qui sont dans l'analité. Donc, porter à sa bouche, c'est absorber l'autre, car l'autre n'existe qu'à l'intérieur de moi. C'est à rapprocher de la dévoration amoureuse du baiser. C'est Marilyn Monroe qui disait qu'un baiser, c'est une gourmandise qui ne fait pas grossir. J'aime beaucoup. Donc, ce sont des patients qui sont dans l'avidité, compulsifs et intolérants à la privation. Alors, le grand remède, bien sûr, c'est sulfure. Sa doctrine, c'est bon et beaucoup. Pour lui, la vie doit être facile. Ça sera un supporter sportif exubérant ou un chasseur alcoolique. Et il va présenter ce petit symptôme tout à fait typique de l'accès hypoglycémique à 11 heures. Et il va se sentir mal. Et il faudra souvent l'appuyer de ce qu'on appelle un draineur, qui est Nux vomica, surtout s'il y a un éthylisme ou une toxicomanie associée. Vous savez que la noix vomique, c'est un grand remède des intoxications. Plus rarement, ferrum, qui est un remède de l'obésité chez l'enfant frileux, ou manganum, qui est un remède d'obésité et d'arthralgie. Je vous renvoie pour les détails à la matière médicale homéopathique. Alors, très intéressant ce que je me répète toujours et ce qui m'arrive de dire aux patients, la déclaration du docteur Larocque, c'est-à-dire il n'y a pas d'obèse hypophage. Donc, il y a une règle pour savoir le nombre de calories que mangent les patients, à peu près en moyenne par jour, c'est le poids multiplié par 30. C'est-à-dire que si vous faites 100 kg, c'est que vous mangez 3000 kcal par jour. Si vous faites 150 kg, c'est que vous mangez 4500 kcal par jour. Donc, si le patient vient vous voir, le patient qui est en surpoids, il vous dit « Docteur, je ne mange rien », c'est qu'il y a un véritable problème de compréhension des choses. Il n'y a pas d'obèse hypophage. Le patient luétique, alors pour le rein, donc problématique phallique, dominer l'autre, recherche de la performance, ambition de puissance, c'est ce que les Américains appellent le style de vie stress oriented. Donc, c'est des gens qui ont des positions dominantes dans la société. Donc, pour eux, c'est toujours moi ou l'autre. Donc, ils sont dans des conflits permanents et ils doivent apprendre que l'autre peut exister sans que celui-ci mette en danger son existence. Donc, il faut leur faire comprendre que la solution, c'est d'entrer dans une relation apaisée au monde. Alors, ils ont un double aspect. La phase paranoïde, je suis bon, les autres sont mauvais. Donc, c'est des perfectionnismes avec peu de confiance dans les autres, donc ils vont être sur tous les créneaux, ils vont aller vers l'épuisement. Ou au contraire, une phase dépressive, je suis mauvais, les autres sont bons, le patient est passif, il manque de but, il dramatise facilement, et il y a un manque d'autonomie, il y a une demande de réassurance, etc. Alors, les remèdes, il y a 4 grands remèdes dans cette caractéristique luétique. C'est Aurum, qui est le remède des hommes politiques, de beaucoup d'hommes politiques. On en a un beau en France actuellement. L'ordre règne à Santiago, et il s'est entouré d'Aurum, à Castagnère, tout ça, c'est des grands Aurum. Pléthorique frileux, psychorigide, il a toujours raison, et critiqué, il se considère comme offensé. Et ça va donner un PDG souvent éthylique, avec un éthyle mondain. Ils vont prendre facilement des boissons fortes. J'en soignais un comme ça, il n'était pas très fort, mais il était le patron d'un grand groupe de presse français. Et tous les vendredis, il avait une réunion du conseil d'administration où il était obligé de discuter de ses choix éditoriaux, de l'organisation de la boîte, etc. Et donc, tous les vendredis, il risquait de sauter.
Donc, il venait et puis il y avait des bouteilles d'évian pour tout le monde, mais lui, il avait sa bouteille d'évian à lui. Hein, pourquoi? Parce que ce n'était pas de l'évian, c'était de la vodka. Et il disait, si je n'ai pas mon remontant, je ne tiens pas la séance. Et donc là, on est dans des problématiques, bien sûr, assez particulières. Lycopodium, alors lycopodium, c'est quelqu'un de... C'est souvent un sous-chef. Hein. Diabète, goutte, hypercholestérolémie, lithiase rénale, et ça va jusqu'au petit ventre, ce qu'on appelle l'aspect pseudo-abcétique du petit ventre. Et en plus, il est jaloux. À table, c'est toujours meilleur dans l'assiette du voisin. Capsicum, ça c'est très, très particulier, c'est la boulimie des transplantés. Hein, ce sont des nostalgiques et des déprimés, suite de la stress, des pertes de repères. Ça, on voit ça dans les obésités, en particulier des camps de réfugiés. C'est les gens, la rate qui est chargée de gérer les repères, elle a explosé suite au stress et au chamboulement. Et on l'a vu en particulier chez beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens qui sont venus en France en 62. On a vu des obésités se développer, beaucoup actuellement de réfugiés divers et variés qui ont des obésités de type capsicum, avec des désirs de sucre absolument extraordinaires. J'en ai vu un, il se mangeait quasiment 2 pots de miel à la suite. Graphite, ça c'est très intéressant, c'est souvent l'évolution de pulsatilla, c'est-à-dire c'est des gens un petit peu immatures et qui sont dans des échecs sociétaux, des échecs familiaux, échecs professionnels. Et donc, on dit les 3 G de graphite, elles sont grosses, grasses, grises. Hein. Autrement dit, obèses, avec une obésité de type adiposité, et surtout grises, elles sont migraineuses et dépressives. Voilà, constipées et souvent eczémateuses, avec un eczéma des plis suintant, ce qui est assez caractéristique. Le patient psychotique, alors le patient psychotique, la problématique est autre. Là, on est dans une problématique d'obésité rempart, avec un renforcement de la limite corporelle, car il y a une mauvaise image de soi, un manque d'autonomie et de responsabilisation. Donc là, le sujet, dans le contexte social, il ne se sent pas bien. Et donc, il va vivre, il a un vécu dramatisé, il est angoissé, il est plein de préjugés et il est obsédé par le jugement des autres. Donc, c'est des gens qui ne sont pas heureux. Et donc, la compensation, si vous voulez, de type addictif se fait sur l'alimentaire. Alors, il y a trois, bon, il y en a d'autres, mais enfin, disons, le plus grand tableau, celui qu'on trouve le plus souvent, c'est Calcarea carbonica, le calcaire de la coquille d'huître. Hein. Non, non et non. Hein, ça, c'est les gens qui sont extrêmement dynamiques, vous voyez, ils sont contre tout, il n'y a rien qui leur fait plaisir. Peur et préjugés, asthéniques et revendicatrices. Elles ont de grosses phases d'hypoglycémie. Et donc là aussi, on va voir que le régime diabétique est absolument indispensable pour elles. Ce n'est pas négociable. Thuya occidentalis, alors ça c'est un grand remède en homéopathie de la cellulite, du développement cellulitique, hein, en particulier à la ménopause ou suite d'infections chroniques, en particulier urogénitales, de polyvaccination, d'hormonaux ou de corticothérapie. Ça, c'est les kilos qu'on a pris suite à la pilule, etc. Et d'autant plus que ça a perturbé le mental. C'est quand même un grand remède obsessionnel. Et puis, médorinum, c'est le nosote du pôle-cœur. Le nosote, ça veut dire que le sujet est bloqué dans son dysfonctionnement et surtout qu'il n'y a rien qui bouge. Et dans médorinum, c'est un remède de chronicité. Le sujet est arthralgique et en particulier, il a grossi après des gélules amaigrissantes qui contiennent des diurétiques et des extraits thyroïdiens. Et d'ailleurs, souvent,
ces extraits thyroïdiens, donc les diurétiques font perdre de l'eau et les extraits thyroïdiens font perdre de la masse maigre. Donc on ne s'attaque pas du tout à la masse grasse. Alors le sujet pendant un temps est content parce que sur la balance il a perdu 5-10 kilos, donc tout va très bien. Mais en fait on ne s'est pas attaqué au cœur du problème qui est la masse grasse. D'ailleurs, moi, j'utilise peu, mais j'utilise régulièrement quand même chez ces gens-là une balance impédance métrique pour qu'ils comprennent bien que le poids varie énormément, puisqu'il est lié aux 60% d'eau que constitue notre corps, mais en fait que le problème, c'est avant tout un problème de masse grasse. Donc, ce n'est pas la peine de se peser tous les 2 jours, ça ne nous apportera pas d'informations. Alors, dans ce groupe cœur, vous avez d'autres remèdes également qui sont intéressants. Anacardium, qui est un grand remède d'indécision et de colère. Hein. C'est des gens qui sont, c'est limite dissociation de la personnalité. Et alors, le petit symptôme intéressant d'anacardium, c'est que la dissociation de la personnalité s'apaise en mangeant. Autrement dit, là, on retrouve le phénomène addictif, le mal-être, impulsif, se calme en mangeant. Donc, c'est des gens, dès qu'ils sentent qu'ils déraillent, ils mangent et ça les calme. Kalium carb, ça c'est un obèse en insuffisance cardio-pulmonaire. C'est le tableau typique du syndrome de Pickwick. Et alors, il y a un petit symptôme qu'il faut rechercher, qui est assez caractéristique, c'est que tous les aliments se transforment en gaz. Et puis, natrum sulf, qui est un grand remède de dépression et d'asthénie. C'est le patient baromètre, hein, souvent après une corticothérapie ou différents traitements ayant modifié l'eau dans le corps, ou différents traumatismes d'ailleurs physiques, hein, les accidents de la route, etc. Natrum sulf, c'est un remède, on dit que c'est un patient baromètre parce qu'en fait il est beaucoup plus mal, il se sent beaucoup plus mal dès qu'il fait humide. Et il vous dit, on m'a greffé un baromètre dans les articulations. Voilà, vous pensez à notre sulf. Enfin, l'adaptation, le pôle rate-pancréas. Donc, le pôle rate-pancréas, il va gérer donc l'alimentaire et en particulier le sucre. Et il va gérer la mémoire et la décision entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Donc là, on est vraiment au cœur du problème et c'est dans ce pôle qu'on a l'obsessionnalité, qu'on a les idées qui reviennent et qui n'ont plus de support. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Le sucre, il faut changer les choix entre ce qui est essentiel et nécessaire par rapport à ce qui est superfétatoire et donc néfaste. Alors, il y a différents remèdes qu'on pourra utiliser. Moi, personnellement, il y en a un auquel je pense en premier, c'est Baryta carbonica. Hein, le carbonate de barium, qui est une substance très lourde, qui donne le tableau d'une panhypoendocrinie progressive avec engorgement lymphoïde. Alors, on le voit chez les enfants, c'est les enfants avec retard de croissance, difficulté de mémoriser et même de penser. Hein, c'est l'obèse qui est au fond de la classe, à côté du radiateur et qui regarde désespérément la fenêtre parce qu'il ne comprend rien à ce que raconte le professeur. Et puis, plus tard, c'est un remède qu'on va utiliser dans le ralentissement mental et physiologique. C'est d'abord le coup de vieux, puis ça va évoluer gentiment vers l'Alzheimer. Baryta est très efficace. C'est un des remèdes clés, par exemple, qu'on peut utiliser chez les trisomiques 21. C'est un grand remède pour éveiller les trisomiques 21. Il a un très bon effet. Alors, quel est le devenir de ces obèses? Le devenir de ces obèses, il est intéressant. C'est toujours le même. Ça va se faire vers le syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique va s'installer et avec en prime une réduction de l'espérance de vie qui a été chiffrée à 6 ans en moyenne. C'est-à-dire quelqu'un qui développe un syndrome métabolique va mourir en moyenne 6 ans plus tôt. Le tableau clinique est évocateur. Vous savez que le syndrome métabolique, c'est 7 maladies ensemble. L'obésité, le surpoids abdominal, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, la goutte, le risque de phlébite et la microalbuminurie.
hein, qui est en fait un symptôme de l'atteinte du rein. Voilà. Donc, alors on commence par 1, puis 2, puis 3, puis progressivement le tableau va se développer et on va avoir au niveau du BNS un BNS de ce type qui est tout à fait typique, c'est-à-dire le sérum est complètement engorgé de graisse, il y a un stress oxydatif majeur, il y a une hyperalpha-1 qui est très évocatrice d'un tableau tendinomusculaire, et puis surtout il y a un effondrement du paramètre bêta qui montre que tout ça se développe sur un effondrement, sur une paresse hépatique qui va évoluer vers une cirrhose de type stéatose, vers une stéatose. Alors là, évidemment, dans ces cas-là, la prise d'antioxydants et d'oméga 3 devient indispensable et on va utiliser des plantes qui vont normaliser, en plus du régime, qui vont normaliser le cycle glycémique. Par exemple, Gaïega, dont est d'ailleurs tiré le glucophage, hein, la metformine, Artium lapa, la bardane, Syzygium, hein, tout ça qui sont des plantes qui ont un bon effet de régularisation du cycle glycémique. Mais toujours avec un régime hypocalorique normoglycémique qu'on appelle le régime diabétique, qui est la base de la normalisation physiologique du poids et du diabète. Alors moi, personnellement, je présente ça comme un changement des habitudes alimentaires afin d'éviter les phases de fatigue et de fringale. Alors, en leur disant bien que maintenant, c'est à vie. Donc, il ne s'agit pas de faire ça 3 mois et puis... non, maintenant, il y a un hyperinsulinisme, donc ils n'ont pas le choix. Il faut prendre les bonnes habitudes tout de suite. L'objectif réalisable de ce régime, ils vont perdre 1 à 3 kilos par mois en mangeant de tout, mais en quantité pesée, et surtout sans risque de yo-yo ou de carence. Alors, pour les grosses obésités, on peut proposer un amaigrissement plus rapide avec des phases de 10 jours de cétose, s'il n'y a pas de contre-indication à la méthode de la cétose, c'est-à-dire pas de pathologie rénale, pas de traitement hormonal ou de problèmes psychiatriques. Le principe est le même, mais sans fruits et sans farineux, qui sont remplacés par des soupes, des flancs ou des entremets protéinés. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la méthode de la cétose. On va parler du régime diabétique. Alors, ça prend 2 minutes, vous voyez. Faire 4 petits repas par jour. Éviter les aliments trop sucrés, alors les sodas, le vin, la bière, etc. Bien sûr le sucre, les confitures, le miel, les bonbons, les gâteaux. Prendre une protéine à chaque repas. Vous voyez, là, il y a une aile de poulet. Hein. Alors, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, ça peut être un petit peu de fromage, du yaourt, ça peut même être des champignons, ça peut être du tofu, etc. On ne prend de féculents que 2 fois par jour, donc un bout de pain, 60 grammes de pain, ou 120 grammes de pommes de terre, de riz, de pâtes pesées sèches, ou 200 grammes de carottes, de petits pois, de tout ce qui est les fabacées. Les légumes sont libres, et les assaisonnements sont libres, et les cuissons se font sans matière grasse. Vous voyez que c'est extrêmement simple, ça prend 2 minutes. Il ne faut pas hésiter à le répéter à chaque consultation. Il n'y a pas 50 régimes qui marchent, il n'y a que celui-là. C'est un régime physiologique. D'ailleurs, c'est comme ça que tout le monde devrait manger, entre parenthèses. Voilà, donc on a vu le problème des gens obèses, qui constitue quand même l'essentiel de la demande. Je voudrais revenir sur le problème de l'anorexie mentale. Alors, l'anorexie mentale, c'est quand même très particulier. C'est des patients qui vous mettent en échec en permanence et quand même, c'est une maladie extrêmement grave puisque après 30 ans d'évolution, il y a 20% des patientes qui sont mortes. Donc, il faut le prendre très au sérieux. C'est la maladie psychiatrique qui tue le plus. Donc, attention. Qu'est-ce que c'est l'anorexie mentale? C'est une tentative de maîtrise d'une peur morbide de grossir, ce qui entraîne un jeûne ou une restriction alimentaire qui induit maigreur et aménorrhée. Le jeûne provoque une sorte d'excitation prolongée qui est liée à la cétose. Autrement dit, une sorte d'orgasme de la faim qui est recherché.
les périodes de faim sont perçues comme une pulsion honteuse qui traduit une insupportable emprise du corps sur l'esprit. C'est une maladie chronique et émaillée de rechutes. Si après 10 ans de psychothérapie, une patiente sur 2 est considérée comme guérie, certaines évoluent vers des épisodes boulimiques ou au contraire s'aggravent en cachexie. On considère que ça commence à devenir vraiment grave quand l'IMC est inférieur à 16. Cette cachexie va entraîner une ostéoporose, une insuffisance cardiaque et rénale. À ce moment-là, le ionogramme régulier est nécessaire et peut conduire à la mort. Elle concerne 1% des femmes dans 95% des cas. Les 5% de garçons sont pour beaucoup des homosexuels et commencent de 12 à 18 ans. Alors personnellement, j'ai vu 1 ou 2 cas où ça commençait beaucoup plus tôt, vers 8-10 ans, mais c'est quand même pas la majorité. Alors évidemment, on a facilement reporté la problématique sur la famille. Or, on se rend compte que les familles sont généralement stables et soutenantes, mais pour certains auteurs, trop moralisatrices, autoritaires ou rejetantes. Oui, on va toujours trouver, les familles étant toujours imparfaites, on va trouver toujours des raisons, mais il faut bien comprendre que l'anorexie est une forme prédominante d'un trouble obsessionnel compulsif et qu'on va retrouver donc avec des comportements qu'on va retrouver au niveau des études. D'ailleurs, ce sont souvent des jeunes femmes qui sont extrêmement brillantes, parfois même bardées de diplômes, et également au niveau de la propreté. C'est des méticuleuses maniaques. Et évidemment, ces troubles obsessionnels compulsifs vont mener à la dépression. Donc, il faut comprendre que l'anorexie, qui est souvent la demande du patient et de la patiente et de la famille, n'est qu'une facette d'un problème qui est beaucoup plus profond. Alors, il faut savoir que tous les mecs ne font pas de l'anorexie mentale. L'anorexie est un symptôme fréquent chez l'enfant déprimé, obsessionnel, psychotique, paranoïde ou délirant. Veillez néanmoins à rechercher les signes d'une maladie de Crohn au début. C'est sûr que si vous avez mal au ventre, vous ne pouvez pas manger. D'une tumeur du système nerveux central, et oui, avec atteinte des troubles de la satiété, ou même une insuffisance surrénalienne avec un épuisement et puis une mélanodermie. Le traitement va s'effectuer en institution dès qu'un risque vital existe. Ne prenez pas de risque. Il y a des services qui sont spécialisés là-dedans, qui fournissent donc une alimentation adaptée et surtout une psychothérapie adaptée. Donc, dès que vous avez peur, faites hospitaliser la patiente. Les psychothérapies d'inspiration psychanalytique sont alors opérantes. Ce sont elles qui donnent les meilleurs résultats à long terme. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. On va commencer à voir les bons effets au bout de 2 ans. Mais avant cette prise en charge spécialisée, comment se positionner? Alors, éviter le rapport de force. La jeune fille dénie son aspect décharné, le praticien ne doit pas dénier le trouble psychologique. Il faut être objectif, il faut que tout le monde soit objectif dans l'histoire. Moi, j'ai l'habitude de dire, de discuter avec les patientes et en fait, je peux admettre leur point de vue, mais il faut rester objectif, il faut les ramener dans le réel. Alors, dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est amusant, on peut aussi utiliser les protéines concentrées dans l'anorexie. À ce moment-là, on en prend peu, 1 à 2 sachets par jour, car ces jeunes patientes ont souvent un déficit de masse maigre, c'est-à-dire elles ont perdu leurs muscles, alors qu'elles présentent une hypercholestérolémie paradoxale et une cellulite qui, bien sûr, est mal placée. Alors attention chez l'adolescente cellulitique, il ne faut pas vous laisser entraîner à accepter un objectif de réduction pondérale déraisonnable qui peut induire un risque anorexique. En plus, évidemment, quand elles vont maigrir, ça va être de partout sauf de la cellulite. Les solutions homéopathiques. Alors l'homéopathie marche aussi relativement bien chez l'anorexique mentale, chez la patiente anorexique mentale. Bien sûr, alors l'effet de l'homéopathie, c'est que ça va baisser la tension nerveuse et donc ça va permettre à la psychothérapie d'agir beaucoup plus vite. Le docteur Siegel, qui était homéopathe et psychiatre,
me disait qu'en fait, il estimait que le traitement homéopathique accompagnant la psychothérapie permettait de réduire de 50% le temps de la cure psychanalytique, ce qui est quand même pas mal. Alors, le principe qu'on va utiliser, c'est un remède en haute dilution qui est destiné à faire lâcher le fond obsessionnel et un remède en basse dilution, les plantes choisies sur le BNS, qui va soutenir les structures sous-jacentes en souffrance. Alors, il y a là aussi trois tableaux typiques en fonction du terrain. Les patients tuberculiniques qui sont dans le narcissisme et l'insécurité, les patients psoriques qui ont basculé l'oralité vers l'analité, qui sont dans le contrôle permanent, et puis les patients psychotiques qui sont dans l'angoisse et le jugement de l'identité sociale. Patient tuberculinique, arsenicum album, jeune fille agitée, anxieuse, peur des germes, souvent avec China, elle est épuisée et aménorrhique. L'achésis, antécédent d'abus, volubile, impulsif, tendance éthylique ou drogue. Parfois, on rencontre aussi phosphorus, silicea, veratrum album. Un petit remède intéressant, assez caractéristique, Tarantula hispanica, qui est une araignée, dans laquelle on va voir une agitée chronique avec des manies religieuses et une tendance à la kleptomanie. L'absor, donc là, la patiente a basculé sa problématique orale vers l'analité, c'est-à-dire un contrôle exagéré de tout ce qui passe par la bouche. Sépia, patiente exigeante, mais épuisée, avec recherche de la solitude au sein de son épuisement. Elle compte d'abord sur elle-même plutôt que sur les autres. Élonias, qui est un tableau de sépia dépressive qui s'agite pour ne pas sombrer. Et puis parfois même ferrum métal, plus rarement, chez les patientes anémiques en particulier. Dans la psychose, la souffrance narcissique de l'adolescence, c'est la problématique narcissique est remise en question par l'apparition des règles et de la sexualité génitale. On va voir des patientes de type natrum muriaticum, le sel. Donc, c'est des patientes qui ont une maigreur de la... Elles sont assez caractéristiques, les pauvres filles, c'est des maigreurs de la partie supérieure du corps. Elles ont des seins en gants de toilette. Et puis, à partir de l'abdomen, on voit apparaître des masses cellulitiques du bassin et des cuisses. Donc, il y a une espèce de dissociation entre le haut du corps qui est maigre et sec et le bas du corps qui est infiltré et gras. Ignatia, grand remède mélancolique, d'introversion, de culpabilité, et puis avec un petit symptôme tout à fait caractéristique, la déception et le besoin périodique de soupirer. Quand une patiente commence à soupirer de sa situation et pendant votre consultation, pensez à Ignatia, c'est un grand remède de détente nerveuse, Ignatia amara, ou Staphysagria, qui est un remède de non-dit. C'est des gens qui sont vexés, qui se sentent bafoués et qui pensent que de ne pas en parler, ça va régler le problème et donc la tension nerveuse interne est excessive. Cyclamène, grand remède de dépression, de morosité, la patiente est scrupuleuse, il y a des dégoûts alimentaires marqués. On rencontrera aussi parfois causticum, du groupe des ammoniums, iociamus, la fabulatrice, avec des manies, et puis le nosote, carcinosinum, qui est un remède de compulsion obsessionnelle, de perfectionnisme, de peur de devenir gros, d'être rejeté, insomniaque, etc. Carcinosinum, c'est un grand remède d'obsessionnalité, comme tu as. Avec la petite différence, c'est carcinosinum, c'est une anxiété d'anticipation souvent, c'est-à-dire elle a toujours l'impression qu'il y a une catastrophe qui va lui arriver à elle et aux siens. Alors, quand on fait un BNS24 à ces patientes, anorexiques, il est très évocateur. Hypostructure, vous voyez que tous les paramètres sont bas. Là, ils ne sont pas très bas, mais ils sont bas. Il y a de la sécheresse, donc la structure est faible, hypostructure. Et puis, il faut hypofonction.
Vous voyez là, tous les thermostats sont au ralenti. Alors au contraire, quand ça décompense, ben, on voit une hypercholestérolémie et là, on voit un aspect complètement inflammatoire. Mais ça, c'est au bout de l'évolution. Voilà, on va voir des aspects inflammatoires lipidiques. Ça, chez des aspects inflammatoires lipidiques, chez l'anorexique, c'est de mauvais pronostics. Alors, il y a un certain nombre de plantes qui vont aider énormément, parallèlement aux remèdes en haute dilution. Et moi, personnellement, celle que j'aime beaucoup, c'est Anisum stellatum, l'anis étoilé, qui est quand même tout à fait intéressante, puisque c'est un des constituants du pastis. Vous avez aussi, bon, il y a différentes anis qui sont intéressantes. 10 gouttes avant chaque repas, ça a un rôle d'apéritif, ça ouvre l'appétit, ça les détend, de même Avena sativa, Cardus marianus, etc. J'aime beaucoup les sels de Schussler, car la structure est menacée, donc on donne à ce moment-là les sels de structure, calcaréaphos, magnésiaphos, ferromphos pour le sang, kaliumphos pour la détente intellectuelle, la fatigue, natrum mur pour la cellulite, silicea pour l'inflammation chronique, et puis toujours un oméga 3, parce que ces patientes sont carencées, et là, le risque vasculaire et inflammatoire est important. Voilà, donc là, chez ces patientes anorexiques, on va utiliser les plantes, contrairement aux obèses, et puis on va protéger la structure qui reste. Alors pour terminer ce panorama, j'ai fait une petite réflexion sur le fait de manger dans l'histoire. Manger, c'est aussi une pratique culturelle, donc là on est sur le volant social, de même qu'il varie dans l'espace d'un peuple à l'autre. En Europe, le goût a varié aussi dans le temps. La cuisine médiévale, par exemple, fut très acide, vinaigre, verjus, groseille, etc. Et puis, progressivement, elle est devenue épicée. On voit apparaître l'ail, l'anis, le cumin, le safran, le gingembre, la noix muscade à la Renaissance, au XVe siècle, qui est de la période des grandes découvertes. Donc, qui était un marque de distinction sociale pour qui pouvait se les procurer. Les épices, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, pourquoi l'Occident a conquis le monde? Parce que les armateurs armaient des bateaux et qu'ils envoyaient chercher des épices dans le monde entier, qui vendaient après à prix d'or aux riches seigneurs, aux riches marchands de l'intelligentsia européenne. Hein. Et en fait, on estimait que l'investissement d'un bateau qui partait à l'autre bout du monde pour ramener des épices, pour le prix d'un bateau, au retour, on avait le prix de 5 bateaux. Donc, vous voyez, il y avait un retour sur l'investissement qui était de l'ordre de 500%. Alors, l'évolution au XVIIe siècle s'est fait un peu différemment. On a vu apparaître des sauces grasses au beurre et à l'huile qui se sont multipliées. Et c'est l'époque où il y avait des pléthoriques services de table à Versailles qui avait une fonction sociale d'interposition entre le roi et ses sujets. Hein, on faisait 25, 26 services avec des plats plus exotiques les uns que les autres, plus gras et riches les uns que les autres, avec des nombreux produits chers et lointains, présentés de façon tout à fait exotique. Et ça permettait un clivage entre les royales pulsions et les besoins vitaux prolétaires. Et puis, les céréales ont cédé la place aux légumes et aux champignons. Et la viande de bœuf, qui à l'époque était tenue jusque-là pour grossière, est apparue sur les tables aristocratiques. Et surtout, c'est le sucré qui a fait son apparition. Le miel, les cassonades, les raisins secs, les confiseries. Et dans le même temps, l'idéal de beauté féminine changeait. Alors étaient vantées les femmes aux hanches larges et aux seins plantureux. Cette consommation de sucre et de graisse n'a pas cessé de croître jusqu'à nos jours, avec la distinction du sucré-salé, qui est le principe fondamental de la gastronomie actuelle, alors que nos besoins énergétiques ont notablement diminué. Moyens de transport, climatisation, ascenseur. C'est sûr que le citoyen européen qui le matin sortait de sa ferme, mettait sa cognée sur l'épaule et allait dans le bois pour couper le bois qui allait chauffer sa maison,
Maintenant, ben, il regarde BFM TV, il monte dans sa voiture climatisée, l'effort n'est pas le même, vous voyez. Mais il a gardé l'habitude de manger du saucisson. Et puis, on a vu apparaître une pratique amusante, hein, qui est la pratique du Coca-Cola et du McDo. Alors, il y a des psychologues qui se sont intéressés à ça, et en particulier à ce qu'ils appellent l'aliment mou doux, qui est caractéristique d'un objet transitionnel. L'objet transitionnel, c'est le doudou. Vous savez, c'est le petit objet qui vous rassure et qui est toujours le même et qui est là quand on perd un peu pied, qu'on n'est pas bien. Le semness aussi, c'est toujours la même chose, l'identique. Donc, c'est un aliment de l'adolescence qui va signer l'originalité du groupe, hein, et qui va le distinguer du commun des mortels. En fait, le coca sucré et excitant, et le McDo mou doux, c'est un aliment social de l'adolescence qui est à rattacher au doudou traditionnel du bébé. Il rassure par l'absence de tout effort, et pas de nouveauté, et pas de contrainte, pas d'assiette, ni de couvert. Manger aujourd'hui. Alors, la modernité alimentaire fait débat. Au cours de son existence, l'homme mange entre 75 000 et 100 000 fois et consacre à cet exercice de 13 à 17 années de sa vie éveillée. Se nourrir, ce n'est pas seulement répondre à un besoin biologique, c'est aussi traduire une identité culturelle, sociale et affective. Là, je n'ai pas du tout parlé des végétariens, des végétaliens et des véganes, hein. Là, on est dans le cadre de l'identité culturelle, sociale et affective. Ces patients gèrent avec leur corps les avatars du processus d'individualisation et de séparation d'avec les objets parentaux. S'il faut laisser à l'adolescent le temps de vivre sa position de victime des parents, de la société, lorsqu'il devient adulte, le changement doit venir de lui. Il fait ce qu'il veut, mais il faut qu'il soit conscient du pourquoi et des conséquences de ses choix. Dans l'inconscient, la durée n'existe pas, dit Freud. Le moi lutte contre l'angoisse du temps par la dénégation et se complaît à imaginer le retour constant du même. Ça, c'est le principe de la psychose. La psychose est au principe du vieillissement. Accepter la mouvance revient à reconvoquer les interdits oedipiens, peu ou mal refoulés, la mise en acte du désir qui semble dangereuse. Autrement dit, changer ses habitudes alimentaires, c'est quand même se remettre en question soi-même, remettre en question son histoire et remettre en question ses plaisirs et sa position sociale. Vous voyez que c'est un objectif qui n'est pas simple et qui se confronte actuellement à l'agitation perpétuelle, à la vitesse, à la consommation frénétique, au voyage. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de se voyager beaucoup pour faire du tourisme gastronomique. Actuellement, vous pouvez, dans les grandes villes, trouver un restaurant avec des plats typiques d'à peu près tous les pays du monde. Et d'ailleurs, c'est un symptôme de Phosphorus. Phosphorus, il adore se surprendre au niveau découvrir le monde. Et en fait, découvrir le monde à moindre coût, c'est aller au restaurant chinois, au restaurant japonais, au restaurant hindou, etc. L'activité addictive, la LES, procède du même système de défense car éloigne la possibilité d'un vrai changement psychique. Autrement dit, le problème, c'est l'agitation du monde moderne qui fait qu'on va manger vite, on va manger, on va chercher à multiplier l'aliment addictif, fait que ça va empêcher de réfléchir, de s'arrêter et de réfléchir. Et alors d'ailleurs, c'est intéressant, on peut se dire qu'on va voir dans quelque temps les effets du confinement. Le fait d'avoir arrêté et de bouger pratiquement une grande partie de la population, ça va entraîner tout un tas de changements psychiques que je n'ai pas encore vraiment pu constater, mais qu'on va constater, je pense, dans les mois à venir. Se sentir responsable et pas coupable et assumer ses actes addictifs. Alors là, vous avez des remèdes, par exemple de l'addiction. Alors il y a un remède qui est très moderne, qui est argentum nitricum, le nitrate d'argent, qui est un remède homéopathique de désorganisation avec incapacité de choisir. C'est des gens qui sont sur tous les créneaux à la fois,
car le choix, ils vivent le choix comme une perte. Donc, ils sont polyphages, ils ont une polyphagie de stress avec une boulimie de sucre et des gastralgies. Alors, j'avais un jeune confrère comme ça, qui était très sympathique, qui était typiquement argentum nitricum, il voulait tout, il était incapable de choisir, et au dessert, il mangeait à toute vitesse avec un lance-pierre, et au dessert, il prenait un petit café dans lequel il mettait 6 morceaux de sucre. Alors, je lui disais, mais enfin, est-ce que tu as besoin de mettre 6 morceaux de sucre dans ton café? Ah ouais, il dit, ouais, j'ai besoin, je peux le boire que comme ça. Et en plus, c'est con, parce que ça me donne des brûlures d'estomac. Vous voyez, il avait tous les symptômes. Berberis, qui est un satellite de lycopodium, hein, est un remède d'obésité prédiabétique, de lithiase et de goutte, est un remède aussi très très moderne, des gens qui mangent beaucoup trop riches, qui prennent beaucoup trop d'aliments gras et protéinés. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas noyé sous les informations. Vous savez que vous pouvez revoir ce webinaire sur MyBiobox TV sur YouTube et puis nous contacter aux adresses habituelles. Je redonne la main à Aline pour les questions. Oui, docteur Henry, merci beaucoup pour votre présentation qui était très riche. Quelques questions sont arrivées en cours de route. Qu'en est-il du drainage du foie, gros intestin, poumons et reins en 4 semaines tout en mangeant, qu'on recommande assez souvent? Alors, ça fait partie des fantasmes naturopathiques du drainage. Donc, le drainage, c'est la méthode qui consiste à donner une plante donc on amène de la structure pour relancer la fonction. Alors ça marche à condition que le patient ne soit pas obèse. S'il est obèse, ça veut dire que le passage de la structure à la fonction ne se fait pas. Donc, il est déjà en hyperstructure et en hypofonction. Et il est sur le canapé avec la zapette et puis il boit du Coca-Cola et des frites. Donc, si vous rajoutez en plus une plante de drainage, ça va le faire grossir. Donc, on oublie l'idée du drainage chez les obèses. S'il vous plaît, arrêtez les plantes, ça les fait grossir, ça ne les aide absolument pas. Le traitement du surpoids, c'est psychothérapie pour bien comprendre les mécanismes et c'est régime diabétique. Un peu de chrome si vous voulez aider au fringales, mais c'est tout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une autre question est arrivée également. Est-ce qu'il y aurait quelques fleurs de bac qui pourraient être recommandées pour l'aspect psychologique, avec Oui, évidemment? oui. Alors les fleurs de bac sont très bien. Alors là, il faut évidemment identifier chacun des remèdes homéopathiques que je vous ai cités a sa fleur de bac. Vous voyez, par exemple, Arsenicum album, c'est Aspen, etc. Donc, vous allez sur le site, vous allez dans fleurs de bac et je vous ai fait un tableau avec les fleurs de bac en fonction des 25 grands groupes de remèdes homéopathiques. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de l'homéopathie, quand je vous donne un remède, vous pouvez donner la fleur de bac correspondante. Merci. Docteur Henry, est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire pourrait se développer à l'âge adulte? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce qu'on sait aussi également pourquoi ça touche principalement les femmes? Alors, ça touche principalement. Alors, la femme est un être hormonal, beaucoup plus que l'homme. Son organisme est saturé par les hormones stéroïdiennes, beaucoup plus que les hommes. Et donc, la pression exercée sur le pancréas est beaucoup plus importante. Voilà. Et donc, elles deviennent plus facilement diabétiques. Et puis, je dirais que les responsabilités de la femme sont souvent autrement importantes que chez l'homme. Et donc, elles ont cette facilité. En plus, les grossesses donc, vont faire une imprégnation hormonale énorme et vont faciliter également l'épuisement pancréatique. C'est complètement injuste. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est complètement injuste.
Ah, je t'entends plus. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. D'accord. Je disais oui, effectivement, on n'est pas tout à fait égaux face à ça. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que représente la manie religieuse? Alors, la manie religieuse, c'est une... Alors, je vais me mettre à mal à beaucoup de gens, mais la religion, c'est une espèce de l'ésotérisme. On va prendre un cadre beaucoup plus large, hein. L'ésotérisme, c'est une espèce de métapsychologie. C'est une métaconstruction identitaire. C'est-à-dire, quand vous êtes en souffrance identitaire, un échappement possible, c'est la religion. C'est l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme laïque ou religieux, hein, quelle que soit la religion, etc. Mais c'est une voie de sortie à cette souffrance identitaire. Voilà. Et donc, évidemment, il y a des gens, ce qu'on appelle les grenouilles de bénitier. La grenouille de bénitier, c'est un comportement obsessionnel qui se développe sur une méta-identité religieuse. Voilà. Donc, tout ce que je dis, c'est jamais des jugements de valeur, c'est une observation clinique, hein. Donc, il y a des gens qui sont très, très bien et qui sont très religieux, il n'y a pas de souci pour moi. Mais au départ, c'est des choix de vie, c'est des choix de repères dont il faut avoir en mémoire quand on s'adresse à eux. Et c'est des valeurs de référence avec lesquelles il va falloir négocier dans votre dialogue avec le patient. Voilà, manie religieuse, c'est ça, c'est-à-dire il y a une fonction obsessionnelle d'ésotérisme. Et donc, il y a une souffrance identitaire. Merci. Alors, une autre question. Au sujet des algues, comme par exemple le fucus pour l'hypertrophie de la glande thyroïde chez les sujets obèses, que peut-on en... Oui, alors, les algues sont très riches en iode, hein. Fucus vesiculosus, le goémon, c'est le remède en effet des goitreux, des goitres nodulaires avec une tendance à l'hypothyroïdie. Mais Fucus ne va pas faire maigrir une grosse, hein. Là une grosse qui est en hyperinsulinisme, hein. C'est-à-dire ça va doper votre thyroïde et donc vous allez augmenter votre appétit et vous allez attaquer votre masse maigre. Donc ça va la rendre irritable, ça va peut-être lui faire perdre 2-3 kilos, ça va l'agiter un peu, hein, mais ça ne règle absolument pas le problème de l'hyperinsulinisme. Donc c'est une très mauvaise indication. D'accord. Bien, merci bien, docteur Henry, pour toutes ces réponses et toutes ces indications. On n'a pas plus de questions qui arrivent de suite, mais n'hésitez pas à nous les communiquer par email par la suite voilà, si vous aviez encore des questions à ce sujet. On se tient disponible donc sur la boîte contact@mybiebox.com. Et on se retrouvera le 16 juin prochain pour un prochain webinaire qui fera le point sur les médecines douces et naturelles. Donc, on a hâte de vous y retrouver. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce sera un webinaire qui sera également ouvert au grand public. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos consultants peut-être. Voilà, ce serait une bonne idée pour développer ce point tous ensemble. Merci beaucoup, docteur Henry, et hâte de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir Aline, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À bientôt, au revoir.